Juillet 1972. Madame S rentre tard du travail et se rappelle soudain qu'il lui manque une boîte de talc pour sa fille. Elle rentre dans l'épicerie du village et se dirige directement dans le rayon. Les rayons sont bien vides, mais par chance ou par malchance, il reste une toute dernière boîte de talc. Madame S est soulagée, elle n'aura pas besoin de faire un autre magasin, mais elle est alors loin de se douter que cette toute dernière boîte de talc dans le rayon est sur le point de changer sa vie entière. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle enquête sur le talc. D'après l'ANSM, le talc n'est ni classé comme toxique, ni irritant, ni CMR. Il est soi-disant sans risque. Mais de l'autre côté du globe, 60 000 personnes ne semblent pas tout à fait d'accord et portent plainte pour son potentiel effet cancérigène. Entre lobby, histoire terrifiante que tout le monde semble avoir oubliée, et nouvelles études incriminantes, aujourd'hui on fait le point sur cet ingrédient miracle qui nous cache bien des choses. Le talc est un minéral de la famille des argiles composé de magnésium, silicium et oxygène avec parfois des traces d'autres métaux comme le fer, le nickel, le calcium ou encore l'aluminium. Son nom scientifique, silicate de magnésium hydraté. Bien souvent, il se montre à découvert sous le nom talc, tout simplement, et d'autres fois de manière plus subtile sous le nom CI777-18 et en alimentaire E553B. De toute façon, la plupart des E y craignent en alimentaire, on va pas se mentir. Son origine est naturelle. Pour commencer, mettons fin à un mythe tenace, non, naturel ne veut pas dire sans danger. Un exemple, la belladone est une belle fleur dont les baies ressemblent un peu à des myrtilles. Elles sont capables de créer un arrêt cardiaque. Oui, si vous êtes amateur de séries, vous le savez peut-être déjà. Donc vous l'aurez compris, des substances parfaitement naturelles sont cancérigènes ou perturbateurs endocriniens. Comment on trouve du talc? On l'extrait de mines. Vous entendez mine et vous pensez à la Chine, etc. Que nenni. La carrière de Trimouns en France est la plus grande du monde avec 450 000 tonnes de talc produit chaque année. Il faut dire que le talc et nous, c'est une longue histoire, aussi vieux que la croûte terrestre. Il est connu et utilisé depuis l'Antiquité. On l'utilisait alors en déco sous forme de pierre, mais aussi déjà en cosmétique, sous forme de poudre. On en a même retrouvé dans la composition des peintures des grottes de Lascaux, c'est dire comme il est vieux. Depuis, on l'utilise pour presque tous les secteurs d'activité. BTP, emballage, automobile, alimentaire, vous mangez du talc, et même en pharmacie. Quant aux cosmétiques, le talc y possède un royaume. Nous sommes aujourd'hui toutes talquées puisque le talc se retrouve même en cosmétiques naturels et bio labellisés, bien sûr. En bref, il est certain que vous avez rencontré plusieurs fois dans votre vie du talc sans même y prêter attention. Et si vous en parlez à votre grand-mère, il est certain qu'elle s'en souvienne, puisque dans les années 70, un flacon de poudre de talc était carrément offert dans les maternités. Oui. Ça sent la tradition, la simplicité, la véritable astuce de grand-mère. Le talc a encore de belles années devant lui et on en fait souvent la promotion sur les réseaux sociaux en été. Sous les aisselles pour éviter les excès de transpiration, le talc. Sur les cuisses qui frottent, le talc. Pour apaiser les rougeurs, le talc. Pour matifier, le talc. Abondant, bon marché, multifonction, inodore et inerte, il est plutôt facile à intégrer dans une formule cosmétique. Tout pour leur plaire. Un ingrédient naturel qui ne vient pas forcément de l'autre bout du monde, d'utilisation séculaire. Vous les cousines argile verte, jaune, rose ou blanche sont des ingrédients cosmétiques de choix. De quoi être assuré, non? Et pourtant, affaire de la poudre Baumol, 1952. Nous sommes dans un entrepôt qui fournit un laboratoire de talc. Un entrepôt quelque peu mal organisé puisqu'on y retrouve côte à côte des produits dangereux et complètement inoffensif. Dans un coin, on retrouve de l'oxyde de zinc, juste à côté, de l'arsenic. Un rangement hasardeux mais qui pourrait être sans risque tant qu'on sait lire les étiquettes. Seulement ce jour-là, un préparateur pas très réveillé se trompa simplement de bidon et confondit l'oxyde de zinc avec l'arsenic. Et puisqu'un malheur n'arrive jamais seul, le laboratoire de préparation de talc ne vérifia, comme le précisait la loi, ni les entrées de ces matières premières, ni les sorties de ces produits. Et c'est de cette façon que 2000 boîtes de talc destinées majoritairement à la région bretonne furent livrées avec de l'arsenic. La suite des événements furent sans appel.
Dû à sa forte concentration en arsenic, le talc censé enlever les rougeurs des fesses des enfants les aggravait, ce qui poussait même certains parents à augmenter son utilisation. Au total, 82 bébés trouvèrent la mort et plus de 440 blessés furent recensés. Un chiffre bien en dessous de la réalité quand on sait que 2000 boîtes étaient contaminées. Mais ce n'est que 7 ans plus tard que les victimes perçoivent des indemnités. Quant aux fabricants, ils s'en tirent avec 18 mois de prison avec sursis. Malgré l'indignation, l'affaire tombe peu à peu dans l'oubli. Un oubli qui va permettre à l'histoire de se répéter. Affaire Morange 1939. Un laboratoire teste la toxicité d'une molécule entrant dans la composition de certains talcs, l'hexachlorophène, et remarque sur 10 cochons d'Inde, 8 sont morts après avoir ingéré cette substance. 1969. Aux États-Unis, un agriculteur souhaite utiliser cette nouvelle substance révolutionnaire sur ses oranges et demande alors à la FDA de faire des études. L'étude porte sur des souris et c'est la première fois qu'on se rend compte qu'à petite dose, l'hexachlorophène est capable de rentrer par la peau et de causer des lésions au cerveau. Les résultats de l'enquête sont donnés en 1971 en France, mais contestés par la firme Givaudan, qui industrialise le produit. Le talc est alors utilisé depuis des années. Pourquoi s'inquiéter ? Ce dossier reste alors dans les tiroirs pendant quelques mois, jusqu'à ce que... Mars 1972. Nous sommes en France et plus précisément dans le laboratoire de la société Cetico, où une production de talc est en cours. Un procédé économique mais plutôt étrange s'y passe depuis des mois. Les restes de talc tombés par terre sont ramassés au balai et ensuite entreposés dans des bidons vides d'hexachlorophène. Un observateur se dirait « Comment sait-on différencier les bidons ouverts d'hexachlorophène de ce bidon de reste de production ?» C'est là tout le problème. On ne le sait pas. Et c'est de cette façon que débuta ce jour-là la tragique erreur du préparateur qui jeta dans le malaxeur 38 kg d'hexachlorophène. Le même jour, un des employés de la société ramène à sa famille une boîte de talc de la production. Son petit-fils décédera un peu plus tard d'une inflammation du cerveau causée par une infection, l'encéphalite. Entre avril et juillet 1972, de nombreux bébés arrivent aux urgences avec des éruptions, diarrhées, convulsions, suivies d'un coma, voire d'une encéphalite. Et pour les pires d'entre eux, du décès. Juillet 1972, 26 bébés sont déjà morts. L'alerte est lancée. Le ministère de la Santé s'empare alors du sujet et font appel à un spécialiste des virus, Dr Gilbert Martin-Bouyer. 24 juillet 1972. Une assistante sociale relevait pour la première fois le lien majeur entre ces cas, le talc Morange. Quelques jours plus tard, Gilbert Martin-Bouyer décide de se rendre à Charleville-Mézières où le petit Hervé Boiniche est hospitalisé et atteint d'encéphalite. Il récupère les objets souvent en contact avec l'enfant, dont la fameuse boîte de talc, et les envoie à analyser. 17 août 1972. Le talc est alors donné à un chien qui meurt dans les 2 heures qui suivent. Quant au petit Hervé, il décédera à son tour le 23 août. 24 août 1972. Un mois après l'alerte donnée par l'assistante sociale, le laboratoire de la santé publique révéla le résultat de ses investigations. Le talc Morange analysé contenait 6,39% d'hexachlorophène, alors qu'il ne devait pas en contenir du tout. La première alerte est lancée, mais très vague et ne concerne qu'une mise en garde contre l'utilisation du talc. Le public est incité à ramener les boîtes de cette marque dans les gendarmeries et les commissariats, mais la liste des décès continue de s'accumuler. 30 août 1972. Le ministre de la Santé Jean Foyer décide en urgence de classer l'hexachlorophène au tableau C des substances vénéneuses. L'affaire est alors dévoilée. Et grâce aux 100 boîtes récoltées, la culpabilité du talc Morange ne sera jamais remise en cause. Ce qui n'empêchera pas le procès de durer 8 ans. 8 ans pendant lesquels les familles sont vouées à elles-mêmes avec des enfants handicapés, quelquefois à 100%. Pendant toutes ces années, la firme en profite pour acheter le silence des familles. Et le coût de la vie évalué par la firme paraît alors bien dérisoire. 1000 francs pour une intoxication sans séquelles, 25 000 francs pour un décès et 150 000 francs pour un enfant handicapé. Ce qui paraît aussi délirant,
les demandes de la firme lors du procès. Alors que des expériences réalisées sur 9 singes montrent les dégâts du talc morange, la firme demande de réaliser les mêmes tests sur des bébés. Car après tout, rien ne prouve que cela donnerait les mêmes résultats sur des vies humaines. Heureusement, le juge refuse. 7 ans plus tard, une usine du groupe explose, libérant dans l'atmosphère des dioxines, nécessitant à nouveau un déploiement en renfort exceptionnel des autorités. Quel rapport, me direz-vous? C'est un véritable tournant pour le procès. L'incendie a démontré qu'il y avait une nocivité latente et une mutation possible de ces molécules vers des produits extrêmement dangereux. Fin de l'affaire Morange. Mitterrand, élu en mai 81, blanchit tous les inculpés et justice ne sera jamais faite pour les familles. Ce scandale a tout de même permis en 1973 d'interdire l'hexachlorophène en France, mais ce n'est qu'en 1975 qu'un règlement sur les cosmétiques sort avec identification des ingrédients et traçabilité. Pour ce qui est du principe de précaution des ingrédients, le sujet n'est même pas abordé. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, la liste d'ingrédients doit être scrupuleusement respectée. On peut savoir avec exactitude quel lot est concerné par une éventuelle contamination. Mais les produits ne sont pas plus sûrs pour autant, et le talc en lui-même ne sera jamais remis en cause. Le talc aujourd'hui. Il faudra attendre 2023 pour que les choses recommencent à bouger. Bien que les procès aient débuté dans les années 2000 et qu'à nouveau, le nombre de morts s'accumule. Aujourd'hui, c'est plus de 60 000 personnes qui portent plainte aux États-Unis contre le géant Johnson & Johnson. Les plaignants, principalement des femmes atteintes de cancer ovarien. Dans le viseur, ces produits cosmétiques cancérigènes contenant du talc potentiellement contaminé à l'amiante cette fois-ci. Une contamination qui serait connue de Johnson & Johnson depuis la création de ces produits, puisqu'un consultant en toxicologie les avait alors mis en garde sur sa contamination possible. Dans les accusés, on retrouve souvent son principal fournisseur en talc, Imerys, le leader mondial des minéraux industriels dont l'activité est située en France. Et le curieux même processus que pour l'affaire Morange recommence à se mettre en place. C'est alors 8,9 milliards de dollars qui sont débloqués pour faire taire les poursuites, sans pour autant reconnaître la responsabilité du groupe. En 2022, la filiale de talc du groupe Johnson & Johnson est alors mise en faillite à 2 reprises pour éviter les poursuites judiciaires. Une décision que la justice estime de mauvaise foi puisque le groupe a enregistré 95 milliards de dollars de ventes pour l'année 2022. Les communications entre entreprises sont alors dévoilées et certaines font froid dans le dos. Johnson & Johnson est alors accusé d'avoir sciemment occulté les risques du talc en falsifiant des études scientifiques. Quant à la firme Imerys, elle indique être parfaitement consciente des risques cancérigènes que présente son talc puisqu'une entité de l'OMS a classé cancérogène l'utilisation périnéale du talc depuis 2006. Oui, depuis 17 ans. Et le CIRS est d'accord et Santé Canada à la pointe des recherches l'affirme sans détour. L'inhalation et l'exposition du talc sur les parties génitales féminines peuvent nuire à la santé humaine. Les produits Johnson & Johnson contenant du talc ont alors été retirés du marché en 2020, mais il faudra attendre 2023 pour qu'ils soient retirés des étals européennes. Selon la chercheuse Alexandra Lave, le fait que les victimes soient principalement des femmes explique pourquoi le talc est resté disponible si longtemps à la vente, malgré les risques. Quant à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans son rapport de 2012, elle recommande alors d'établir une cartographie précise des gisements afin de repérer les gisements problématiques contenant potentiellement de l'amiante, tout en indiquant qu'identifier les talcs problématiques était mission impossible. Lui, c'est le chat qui se mord la queue, clairement. Donc après 3 grosses affaires, des centaines voire des milliers de morts, le talc en lui-même n'est toujours pas remis en cause et on parle toujours de traçabilité quand le principe de précaution devrait s'appliquer sur un produit créant autant de controverses et pouvant potentiellement être contaminé par de l'amiante. D'autant que d'autres études alarment sur la dangerosité du talc. D'ailleurs, pour l'ARTAC, qui veut dire Association de médecins pour la recherche thérapeutique anticancéreuse, le talc alimentaire pourrait lui aussi être cancérigène.
Le talc reste donc encore aujourd'hui une affaire à suivre et mettra probablement encore des années à être interdit. Nous arrivons sur la fin de ce format qui a été très difficile à créer dû au nombre incroyable d'articles, d'enquêtes et de documents internes, mais ça a été très intéressant. Cette idée m'est venue parce que je pensais naïvement que le talc était interdit en cosmétique bio et en fait, ben non. J'hésite à sortir un contenu sur les alternatives, comment le repérer, etc. Parce que faut le dire, c'est bien dommage de vous laisser comme ça après avoir compris que le talc, ben, vaut mieux s'en passer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de toute cette affaire et si un deuxième contenu vous intéresserait sur les alternatives au talc. C'était Yoko, je vous dis à la prochaine!